Polysécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Davy. Salut. Merci de m'accueillir. Comment vas-tu? Ah bah bien, écoute, Oui. comme toujours, ravi de se retrouver pour la presque plus combienième fois. Ça ne s'arrête jamais. Faudrait faire le décompte. Aujourd'hui, on va aborder le FinOps, ce qui est un sujet que moi, je trouve personnellement très intéressant puisqu'il est rarement sur le radar des compagnies et des organisations qui se dirigent vers l'infonuagique. Et pourtant, c'est un élément fondamental de la stratégie infonuagique qui peut faire la différence entre un succès ou un échec d'un projet de la sorte. Enfin, je vais commencer à en parler, à l'expliquer c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait avec ça du FinOps. Alors, merci Murray, effectivement de m'accueillir à nouveau. On a choisi le FinOps. Alors j'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement ça tombe pas souvent sur le radar des gens qui y vont, mais ça tombe sur le radar de tous ceux qui y sont déjà. C'est très drôle parce qu'en fait c'est comme si les clients qui partaient dans les clouds publics découvraient cet aspect-là une fois arrivés. C'est un peu comme si tu vas à l'hôtel, tu consommes, tu vois les petites bouteilles là dans le minibar et tu t'aperçois qu'il y a un coût. C'était marqué depuis le départ, hein, tout ça, ça a un coût. Donc le FinOps, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre conscience que quand on va dans le cloud, c'est pas gratuit. Ah oui, je le savais. C'est pas gratuit et je paye tout ce que je consomme. Ouais, mais ça, je le savais. Et je le consomme à la demande, à l'usage. Ouais, alors là, attends, je sais plus. Et c'est ça, ouais. C'est que souvent, en fait, on a du mal à saisir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous allez dans les consoles des produits d'Amazon, d'Azure ou de Google, vous allez voir des grilles tarifaires qui vous disent tel service, telle consommation par heure, ça coûte tant. Ok. Et ces consommations à l'heure cumulées à la fin du mois nous donneront une facture qui va être la consommation de notre cloud. Et donc, le challenge qu'ont tous les clients, effectivement, qui vont dans le cloud, qui soient petits ou grands, on a tous la même problématique, c'est de regarder combien ça nous coûte. On va se dire, ouais, mais ça peut coûter cher. Alors, coûter cher, moi, je sais pas ce que ça veut dire, personnellement. Et pourtant, je fais du FinOps, hein. Mais je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire, si on me dit, ma facture, c'est $1000 par mois. J'ai envie de dire, ok, ouais, et c'est cher, c'est pas cher, j'en sais rien. Si c'est $1000 vous assure $10 000 de revenus, c'est plutôt pas mal. Si c'est $1000 de dépenses vous assure $500 de revenus, je crois qu'il y a un petit problème de rentabilité. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans l'approche de facturation du cloud, à regarder le coût, mais à oublier complètement de mettre en perspective avec de la rentabilité, des revenus. Je voudrais clarifier un point très simple. Moi, je connais personne qui a pour projet d'aider dans le cloud pour la beauté du geste. Aucun client ne va dans le cloud pour le plaisir de dire je vais dans le cloud. Ou alors c'est qu'il y a un petit problème, on va dire rationnel. Ça arrive, hein. Des fois on a l'enthousiasme pour la techno, etc. Mais personne ne va dans le cloud pour le principe d'aller dans le cloud. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si demain j'accompagne un client qui va dans le cloud, c'est que ce client il fait autre chose. Ils vendent des chaussures, ils font de la cartographie marine, ils fabriquent des hélicoptères, ils font des sandwichs, j'en sais rien, c'est son métier. Il a des outils informatiques qui aujourd'hui, dans leur existence, lui apportent, je vais être vulgaire, des emmerdes. C'est de la gestion du coût, c'est pas pratique à faire, c'est un peu lourd. Et ça, c'est l'approche, on va dire, cloud privé à l'ancienne, qu'on connaît. Moi, je disais, quand je faisais des cours de cloud privé, je disais, le problème de l'informatique, c'est comme quand vous voulez avoir de la lumière dans une pièce, vous installez une ampoule, mais il faut pas oublier d'installer la centrale nucléaire dans le jardin. Et je sais pas pour vous, moi, la centrale nucléaire, je sais pas la gérer et il me semble que ça coûte assez cher. Ouais. Et donc aujourd'hui, le rapport à la consommation des ressources informatiques a changé. Quand je donnais, moi, mes formations VMware il y a quelques années, effectivement, c'était des clouds privés. C'est-à-dire que les clients disaient, j'ai besoin d'équipements informatiques, donc il me faut les moyens de les héberger, et puis on fait de la virtualisation pour consolider, augmenter la disponibilité, puis essayer de rationaliser tout ça. Et vous savez quoi? Il y avait des clients qui s'en sortaient très bien en termes de coûts. Il y en a, hein. Il y en a pour qui leur archi cloud privé. Je sais bien que les fournisseurs de cloud privé vont pas du tout aimer ce que je dis, mais c'est vrai. Il y a des fournisseurs, il y a des clients qui ont encore des clouds privés qui les gèrent bien. C'est-à-dire qu'entre ce qu'ils mettent comme argent pour que ça existe, pour le gérer, le faire tourner, et ce qu'ils en récupèrent comme moelle savoureuse, tu vois, de revenus d'usage, représente un équilibre qui fait que c'est justifié d'avoir cette présence-là. Mais on a passé de cette époque-là, on a plein de clients surtout qui subissaient le modèle, qui était
Pour avoir une base de données, il me faut des serveurs. Pour avoir des serveurs, il me faut des machines virtuelles. Pour avoir des machines virtuelles, il me faut les couches qu'il y a en dessous. Et c'est lourd, et c'est chiant, et ça coûte cher. Et c'est vrai. Et ça manque d'agilité. Et c'est vrai. Donc, pour le coup, on a un autre modèle. Et donc, la culture FinOps, elle est issue de ça. On a, il y a maintenant à peu près 15 ans, commencé à changer de modèle de consommation. Si on compare un cloud privé et cloud public, je pense qu'on a déjà fait cette comparaison, on peut toujours la redonner. Le cloud privé, c'est comme si j'avais acheté et fabriqué ma grande cabane dans les bois et je suis propriétaire de mon terrain, de ma cabane, de tout. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je paye tout, que je gère tout. Cloud public, c'est comme si j'allais vivre à l'hôtel. Et je me contente de payer la consommation de mes chambres d'hôtel. Si j'ai envie de changer de chambre, de taille de chambre, d'endroit de chambre, c'est moi que ça regarde. Par contre, je paye le prix de la chambre et des services qui vont avec. Alors peut-être que dans cet hôtel, il y a plein de services à côté. L'avantage du privé, c'est ce que je fais. Je fais ce que je veux dans ma cabane. Je l'organise comme je veux. Mais ça veut dire qu'il faut que je gère tout et que je paye tout. Et donc, si vous voulez acheter une cabane, il faut déjà de l'argent. Alors que dans un public, je vais venir louer à l'occasion ce que j'ai besoin de prendre. Et uniquement ce que j'ai besoin de prendre. Donc, si on compare, on n'est pas sur les mêmes modèles de consommation. Je pense que dans un sujet futur, on en reparlera, parce que c'est un sujet qui était venu dans les discussions qu'on a en off avant aussi. On a aussi beaucoup, et je crois que ce qui nous avait motivé à faire ce sujet, on a beaucoup d'articles qui sortent ces dernières années sur des clients qui disent « J'ai quitté le cloud public, c'était de la merde, c'était trop cher, je reviens dans le privé, c'est moins cher. » On verra les arguments qui servent à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà comment on compare les deux. Et comparer les deux, finalement, c'est presque une erreur, parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment comparable. C'est pas comparable de louer une voiture que de l'acheter. Après, c'est un modèle de consommation. Dans les deux cas, c'est possible. Si demain, vous volez une voiture, un char pour vous emmener à un endroit, vous pouvez soit l'acquérir définitivement, et donc ça veut dire un investissement d'acquisition plus des coûts d'exploitation. Soit vous pouvez le louer à l'occasion. Et donc, vous n'avez plus les coûts d'investissement initiaux, mais vous avez le coût de l'usage constant, qui peut évidemment sembler être supérieur ponctuellement par rapport au coût d'acquisition définitive. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un privé et un public? C'est que dans un privé, il faut un investissement de fonds important, ce qu'on appelle aussi, vulgairement dans le métier, le CAPEX, les fameux coûts d'acquisition. Si vous voulez une maison, il faut déjà sortir le carnet de chèques, avoir quelques dizaines ou centaines de milliers de dollars sur le compte en banque ou les emprunter à la banque, et puis vous allez les payer pour pouvoir faire l'acquisition de la totalité. Okay. N'oublions pas que quand on acquiert quelque chose comme ça, il reste d'autres coûts après, qui sont les coûts de gestion, les coûts d'exploitation, on appelle les OPEX. Et donc, pour beaucoup de clients qui ont connu le cloud privé ou l'architecture privée, ils ont l'habitude d'avoir ces deux logiques, CAPEX, ce que ça m'a coûté d'acheter, mais que je vais pouvoir pérenniser sur le temps, sur la durée. On parle de retour sur investissement, ROI. Le retour sur investissement, c'est le fait de valoriser, le fait qu'on ait acquis, qu'on l'utilise et qu'au bout d'un moment, le fait d'avoir payé, finalement, on l'absorbe dans l'usage qu'on va en faire dans le bénéfice. Et puis, il y a les coûts de gestion à côté, d'exploitation, qui vont venir en annexe. Je trouve souvent aussi cette image, souvent je dis, le CAPEX, quand vous voulez imprimer un document chez vous, c'est d'acheter l'imprimante. L'OPEX, c'est qu'il faut racheter du papier et des cartouches et qu'il faut les changer. Attention, dans l'OPEX, on parle pas que de l'achat du papier et des cartouches, on parle aussi de la personne qui comprend qu'il faut racheter des cartouches, qui sait lesquelles il faut racheter, qui va faire l'achat et qui va faire l'installation. Donc ça comporte aussi la main-d'œuvre, le savoir-faire, la montée en compétences pour gérer ça. Alors, je sais pas pour vous, moi je suis dans l'informatique, donc gérer une imprimante, ça va, mais vu le nombre de dépannages d'imprimantes que j'ai fait dans le domaine privé, je dis qu'a priori, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Donc, ça veut dire que pour tout usage d'un produit, il y a forcément des coûts d'exploitation qui nécessitent donc qu'on y consacre du temps, qu'on ait une connaissance dessus. Qu'il y a une compétence qui est liée à ce genre de choses-là, puis ça, on l'oublie. Puis j'aime beaucoup, on va le garder pour un autre élément, mais dans les OPEX, pour un centre de données, par exemple, on oublie la climatisation, l'électricité, l'entretien juste de l'édifice, l'entretien informatique, et ça sonne comme ça. Quand on va d'un côté avec ça, puis l'usage du CAPEX et l'amortissement, c'est-à-dire qu'on étale le coût d'acquisition est étalé sur plusieurs années, ce qui permet ou l'amortissement, tout dépend comment on le voit, ce qui fait que cet étalement, si on a acheté une machine
et on l'utilise pendant 5 ans, mais son coût est étalé sur 5 ans. Donc, si on veut le convertir en OPEX, ben, c'est le coût amorti qu'il faut le visualiser sur le chose, donc à chaque année, et comment on peut percevoir, en tout cas, imaginer un peu qu'est-ce que nous coûte vraiment le CAPEX associé à ça, qui nous revient un OPEX pur à ce moment-là, pour être capable de comparer avec l'OPEX de l'info nuagique. Alors, faut comprendre ensuite que tout ce qu'on fait effectivement comme acquisition, il faut que ce soit utilisé après pour que ce soit rentable. C'est tout bête, hein. Mais je mets au défi quiconque qui nous écoute de pas penser à un cas personnel où vous avez acheté un truc qui est dans un placard qui prend la poussière qui n'a jamais servi. Donc dans l'informatique de professionnel, si ça nous arrive, c'est plutôt grave quand même, parce que ça veut dire qu'on a fait une dépense, souvent assez importante. Là, on parle potentiellement d'équipements à des milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars, on sait pas plus, hein. Je parle d'équipements de stockage, par exemple. Moi, j'ai connu des acquisitions d'équipements de stockage de 200 ou 300 000 dollars, hein, pièce. Et il vous en faut en 2 ou 4 exemplaires selon la redondance des besoins. Donc, ça fait des budgets quand même très conséquents. Donc, j'ai intérêt à le rentabiliser, c'est-à-dire j'ai intérêt à l'utiliser sur le temps. Je vais dire, ouais, mais moi, si j'ai ces moyens-là techniques, si j'en ai besoin, bah, c'est que je vais les utiliser, tant mieux. Et donc, on a tendance à se rassurer sur le fait que ce qu'on avait acquis à l'origine va être rentable sur le temps parce que ça va être là qu'on va l'exploiter, qu'on va vivre dedans. C'est fait, ok. Donc, le changement de culture qui s'opère dans le cloud public, c'est que vous ne faites plus l'acquisition de rien à l'avance ici. La notion de CAPEX est quasiment entièrement effacée. Je dis bien quasiment, parce que symboliquement, on peut se refabriquer des CAPEX artificiels si on le souhaite. Par exemple, je vais donner un exemple très spécifique juste pour expliquer ce concept-là, mais dans le cloud public d'Amazon ou d'Azure, on peut acheter des volumes de temps de machine à l'avance qu'on peut considérer comme un achat, une acquisition à exploiter, à rentabiliser sur le temps. C'est un des rares cas où on pourra considérer qu'on est encore sur du CAPEX, de l'acquisition définie à une date précise, d'une volumétrie précise qui est engagée, qui ne changera pas. Ça veut dire que tout le reste va se transformer en OPEX. Comme quand je vais à l'hôtel, je paye chaque nuit. Par contre, j'ai le bénéfice de tout ce qui va avec. Et dans cette nuit d'hôtel, j'ai, comme tu disais, j'ai le refroidissement, j'ai la clim de l'hôtel, j'ai le chauffage l'hiver, j'ai le fait que ce soit aux normes anti-incendie, j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau courante. Si j'ai envie d'une poutine ou d'une entrecôte à 4 heures du matin, s'il y a un restaurant ou un chef, je me la fais faire. Vous voyez, ça veut dire que je vais avoir aussi sous la main, dans ce modèle de consommation, plus de choses que si je le fais moi-même. Si vous voulez une entrecôte ou une poutine à 4 heures du matin chez vous, vous levez, j'espère que vous avez les ingrédients, et puis que vous avez du temps pour cuisiner. Donc, c'est pas du tout le même rapport à la consommation et au bénéfice de cette consommation. Donc, le cloud public nous amène à ce rapport de nos clients de cloud deviennent des consommateurs purs des services informatiques. Donc, on va consommer des services de cloud pour délivrer ensuite nos applications, nos outils à nos propres équipes, à nos propres moyens. Et c'est un gros switch culturel, vraiment c'est un switch immense culturellement pour beaucoup de clients. Parce qu'ils avaient l'habitude d'éditer des budgets à l'avance pour 3 ans, 5 ans, ce qui sont en général les périodes de budget et de retour sur investissement définies. Et là, on les appelle. Quand un client dit, ouais, mais moi, mon cloud qui va me coûter d'ici 3 ans, j'ai mes petits dés de jeu de rôle, là, hop, je les jette sur la table, je dis, si tu veux que je te donne une valeur, je peux. Mais elle n'a pas plus de valeur que ça. C'est-à-dire, ouais, mais attends, moi, je peux pas. Et je l'entends souvent, on me dit, mais moi, je peux pas dire ça à mon patron. Je peux pas dire ça à mon gestionnaire. Il va pas être content. Alors, il va pas être content, c'est vrai. Il a le droit, il a raison de pas avoir content, c'est pas grave. Ça va passer. Ça va aller, hein, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va simplement essayer de comprendre, en fait. On va essayer d'amener, à défaut de pouvoir poser le budget à l'avance et de le fixer, on va s'amener des moyens de le comprendre. Et donc, la culture FinOps, financière opérationnelle, c'est cette relation, hein, c'est comme les bases DevOps, DevSecOps, etc. Donc, le FinOps, c'est né de ce besoin d'aligner une visibilité des coûts et de l'aligner à ce qu'on produit et qui nous amène de la valeur pour lui donner du sens. Donc, au lieu de dire, t'as 300 000 $ pour 3 ans à l'avance, débrouille-toi avec ça, on va se dire, on se donne 300 000 $ sur nos 3 ans et par un regard constant, continu et actif, on va regarder tous les jours ce que ça donne. Ah, c'est chiant, ça donne plus de... oui, ça fait du boulot en plus. Ouais. Il n'y a pas de choix, vous êtes dans du cloud public. Et le modèle du cloud public, c'est
on demand, vous consommez, et pay as you go, vous êtes facturé si vous avez consommé. C'est pas vous qui faites les règles. Donc, pour ceux qui ont du mal à avaler ça, va falloir avaler, c'est tout. Vous prenez un pot d'eau ou du miel, si vous voulez, ça sera plus doux. Mais vous allez devoir avaler la pilule, c'est comme ça. Donc, à partir de là, nous, faut qu'on trouve, et ce sera, c'est le but de cette première initiation, et on va refaire plusieurs modules sur le sujet, c'est de te dire, ok, ça tient la route, c'est faisable? Oui. Je peux vous le dire? Oui. Oui, bien sûr, ça se fait, ça se fait très bien. Ça fait partie de la culture au sens le plus large des clouds. Mais cette approche financière, elle doit rentrer le plus vite possible dans les bonnes pratiques. Et vous voyez, je fais attention à utiliser le terme culture. Le FinOps n'est pas une personne. C'est comme le DevOps, c'est pas une personne. C'est une absurdité. Ça s'appelle un bouc émissaire, sinon. C'est quelqu'un qui va se taper tout le boulot, qui devra tout faire, avec personne qui va dans le même sens. C'est comme si vous étiez le seul à vous... Imaginez, vous dites, lui, c'est mon mec du climat chez moi, dans ma ville. Donc lui, il fait tout ce qu'il faut pour le climat, les autres, ils en ont rien à foutre. C'est du même niveau de bêtise, en fait. Non, c'est pas possible. Le climat, le changement climatique nous regarde tous, les gestes, c'est pour tout le monde. Ben, c'est pareil. Donc, dans une culture FinOps, on va travailler à avoir une attitude communautaire, où on va s'assurer qu'on regarde combien ça coûte, comment ça coûte plutôt, je dirais plutôt que combien, et se faire des points de repère pour se dire, ah, là c'est critique, là peut-être qu'on dépense plus que ce qu'on avait prévu, et donc on va essayer de valoriser et de donner du sens à ces factures. Mais on peut pas regarder la facture une fois par mois, c'est pas possible. Ou alors si, je vous regarde faire, je mange le popcorn, et je regarde et je parie sur le plus costaud d'entre vous, parce qu'il va y avoir un meurtre à la fin de la journée, quoi. Ça va pas marcher. Non, puis j'ai vu des organisations qui ont été très maladroites, justement, où ils se sont initiés de façon très maladroite à ces éléments-là, où ils ont brûlé dans le très court délai leur budget qu'ils avaient planifié. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation où, comme le budget qu'ils avaient planifié avait explosé, là, tout le volet administratif associé à réallouer cet argent-là pour pouvoir continuer les projets infonuagiques, parce qu'une fois qu'ils sont commencés, ils sont très difficiles à arrêter. Et c'est de comprendre, justement, et de suivre. Et les outils sont disponibles. Tous les grands opérateurs ont des outils très, très sophistiqués pour être capables de suivre quasi en temps réel le degré de consommation. Il y a même des grilles de prévisibilité. Il y a un paquet d'affaires très, très, très sharp là-dessus qui permettent de suivre. Et c'est toujours, puis j'aime ça, c'est vraiment l'argent qu'on met, il faut qu'elle apporte faut qu'elle ait de la valeur. Là, c'est là justement de ramener la valeur sur l'argent qui est investi en info nuagique parce qu'on ne fait pas pour le plaisir. Il y a des petites nuances, il y a des coûts d'infrastructure qu'on ne peut pas s'en sortir. La sécurité est un coût d'infrastructure qui, malheureusement, est une taxe qu'on doit payer, mais qui, si on ne la paye pas, va nous coûter plus cher en incident, en gestion avec les malveillants et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est comme se payer, comme dans un village, avoir un poste de police, par exemple, ou d'avoir cette espèce d'infrastructure commune-là qu'on doit avoir pour protéger nos infrastructures. Mais pour le restant, tout se fait... faut qu'il y ait du retour immédiat sur ce qui est utilisé. Faire un peu un rebond sur ce que tu pensais sur site. L'utilisation de la consommation, de toute façon, elle est abusive parce qu'on a une infrastructure, donc on va l'utiliser au maximum, indépendamment des coûts OPEX qu'on ne voit pas. Comme plus on utilise sur le site, plus la climatisation fonctionne, plus il y a des coûts d'électricité, plus il y a des éléments comme ça qui sont faits. Et là, ça démontre à quel point les organisations sont très, très peu matures sur site pour qualifier les coûts d'OPEX de l'usage d'un centre de données. Et si ces coûts-là étaient connus, la discussion serait probablement différente lors de la migration en infonuagique. Est-ce que tu sais pourquoi le FinOps est autant ignoré par les clients quand on arrive dans le cloud? C'est exactement pour ce que tu viens de dire, c'est parce qu'ils sont en fait déjà pas capables de savoir combien leur coûte réellement en fait leurs ressources chez eux. Ils peuvent te dire j'ai dépensé tant de licences VMware ou Oracle, tant pour mes serveurs HP ou Dell ou ce que vous voulez. Mais en fait, ils ont tendance à oublier le salaire des employés, la montée en compétences, la disponibilité, les redondances de ces gens-là, qui souvent on l'a aussi mis de côté. Combien d'employeurs sont capables de chiffrer le départ d'un employé? Combien coûte le départ d'une personne chez eux? Combien de managers t'as vu virer quelqu'un en disant j'en ai rien à foutre de ce mec-là ou de cette nana et ne pas comprendre qu'en fait il est en train de générer une perte de 500 000 à 1 million de dollars sur une année? C'est-à-dire qu'en fait on a aujourd'hui déjà un déficit de conscience des coûts réels des moyens informatiques qu'on utilise et de leur valorisation. Et tu l'as très bien dit,
faut que ce soit aligné avec des revenus et donc de la valeur générée. Ça doit répondre à un besoin. Et puis, tu as donné d'autres aspects qui est important. C'est qu'il y a des trucs qui doivent tourner pour être là. Ça s'appelle des nécessités. Ça s'appelle de la dette technique et on doit l'éponger. Voilà. T'as une voiture, il faut une assurance. L'assurance, ça fait partie du truc, on le paye. Tu dois mettre de l'essence dedans. Pareil, il faut remettre de l'essence, et ben on le paye. Ça fait partie de la nécessité, du coût d'exploitation et de la valorisation qu'on devra en faire. Donc, ce qui manque souvent ici, par exemple, c'est ce que je vois chez les clients, c'est l'alignement du prix unitaire. Ah oui, le prix d'une VM. Non! Le prix unitaire, c'est qu'est-ce que toi tu produis? C'est quoi ton travail? Est-ce que ton travail, c'est de fabriquer, je sais pas, de récolter des choux-fleurs et de les vendre à la tonne? Eh ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est les moyens informatiques que tu utilises. On les alignait au prix unitaire de tes choux-fleurs ou de ton volume de choux-fleurs. Ton appli, elle génère combien d'actions de vente? Et donc, quand j'ai 1 heure de cette application qui vit, elle génère combien de revenus en termes de vente de tes choux-fleurs? Si on parle juste du prix de l'informatique pour le prix de l'informatique, c'est pareil. On se brosse le poil dans le bon sens. Enfin, c'est génial, l'informatique coûte pas cher ou elle coûte très cher. C'est comme quand on avait déjà dit dans d'autres sujets, c'est comme quand tu fais des projets informatiques pour la beauté du geste. Mais pareil, tu peux faire une très belle architecture, c'est bien. Tu te fais un truc le week-end avec des amis, tu leur proposes ton archive, c'est joli. Mais dans la vraie vie, on met des moyens en œuvre pour que une entreprise existe, privée ou publique. Pas de distinction, hein. Dans tous les cas, il y a un budget à gérer. Et on les aligne justement avec ce budget et ses revenus, ou en tout cas la rentabilité, et ce que ça va nous permettre d'obtenir comme valeur, c'est-à-dire comme plus-value, en plus de l'investissement et de la mise en œuvre. Il n'y a aucune entreprise qui vit pendant 30 ans à perdre de l'argent. Alors, elle a vraiment beaucoup d'argent à l'origine, mais c'est rare. T'as pas d'entreprise qui perdent de l'argent constamment. Tu vois, des entreprises qui perdent de l'argent à des moments de leur carrière, leur moment de leur histoire, qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'investir, peu importe. Mais en général, l'objectif primaire que l'on a, petite ou grande entreprise, c'est d'avoir une quantité d'argent qui rentre qui est plus haute que celle qui sort. Donc là, le but, c'est de pouvoir avoir des yeux sur cette somme d'argent qui sort, due à la consommation du cloud, et d'être capable de la mettre en perspective avec ce qu'on en produit. Et j'ai beaucoup trop de clients qui regardent la facture et qui savent absolument pas aligner ce qu'ils en produisent. Et je les blâme pas, parce que, on va dire, sur ce qui fait l'essence de leur métier, bon, c'est un manque qu'il faudrait avoir à compenser. Par contre, quand on commence à transformer, parce que le cloud public, on l'a déjà dit, il se transforme aussi la façon de travailler, c'est beaucoup plus difficile parfois d'avoir des points de repère. Et ça, on peut comprendre et on le voit quand on le met en place. Quand vous passez d'un modèle où vous fabriquez une application monolithique une fois par an dans des VM et que d'un seul coup vous transformez tout ça en petits trucs très volatiles qui apparaissent et qui disparaissent quelques secondes, évidemment que le rapport à l'argent, à la consommation, au revenu est beaucoup plus difficile à saisir. Ça, c'est essentiel, c'est vrai. Et donc ce travail-là va nécessiter d'être mis en perspective. Et vous voyez que c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas s'occuper de l'aspect financier seul comme ça. Ça n'aurait pas de sens. Il faut qu'on le mette en perspective avec une façon de travailler qui a pu changer, une façon de produire des choses et de produire de la valeur. Et la valeur, on l'a dit, ça peut être vendre des choux-fleurs, mais ça peut être aussi la capacité à fournir des nouvelles versions de mon application pour vendre des choux-fleurs, qui va m'amener de la valeur, parce que ça va m'amener, par exemple, de l'amélioration du produit que je suis en train de fournir. Peut-être une capacité de faire des transactions plus rapidement, peut-être de proposer des garanties à des clients que d'autres n'ont pas et d'avoir une part de marché différente. Vous voyez, tout ça, c'est des propositions de valeur qui sont inhérentes à une affaire, à un business, et les outils informatiques doivent s'aligner, nous permettre de les aligner. On parle d'ailleurs souvent de time to market, qui est un des bénéfices vendus des clouds. On nous dit, les clouds, ça nous permet d'aligner le time to market, donc la capacité à répondre aux affaires. Vous voyez que la culture FinOps, si on revient, c'est vraiment prendre conscience de tout ça, se dire, OK, j'ai pas juste une facture de mon cloud à la fin du mois, telle quelle, si on me la donne comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas, elle ne m'informe pas. Ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais ça produit quoi? J'en fais quoi? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que j'y gagne? Et évidemment, à terme, ensuite, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux? Donc, bien sûr, ce sera aussi un des objectifs dans la culture FinOps, c'est de regarder les coûts, d'être capable de les réattribuer. On parle de chargeback. Le chargeback, c'est dire, alors, on a eu $200 000 de facture cette année. Bah, il y a $75 000 à cette équipe, il y a 30 000 à cette équipe, il y a $5 000 à ce petit projet. Voilà. D'être capable de dire,
qui dépense quoi à l'instant T, parce qu'il faut responsabiliser l'équipe, il faut savoir ce qu'on fait. Il y a une histoire de budget global, hein, tout ne se vaut pas. Et on a le showback, c'est-à-dire, donc dans ces 75 000 $, vous êtes au courant que là, il y a 18 000 $ de base de données. Et ensuite, on peut dire, bah, c'est 18 000 $ de base de données. Est-ce que c'est justifié? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux de ça? Ou est-ce qu'on est au max? Est-ce que il nous faut ces bases de données tout le temps, il nous faut en double exemplaire, repris sur 2 régions différentes, donc ça fait 4 exemplaires, et j'ai besoin de performance, sinon mon appli, elle marche plus. Donc, on parlait tout à l'heure de nécessité, c'est-à-dire qu'on va mettre en perspective pour donner du sens à cette facture. Et si cette facture, elle a du sens, et qu'on peut pas faire mieux, bah, ça permet au client de se dire, OK, je sais ce que je paye, et je sais pourquoi je le paye. Après, je peux discuter, réfléchir de façon stratégique et technique à comment je pourrais faire différemment potentiellement si j'ai des opportunités, soit fournies par des services du cloud, soit tout simplement fournies aussi par un changement de posture de l'équipe ou du client qui peut très bien décider de changer de modèle de fonctionnement. Peu importe, il y a plein de façons de remettre en perspective. Mais au moins, je donne du sens à cette facture et je lui donne un corps visible dans la réalité de l'entreprise qui la consomme. C'est-à-dire, ça génère des dépenses qui vont avec des revenus et je peux faire la balance. Je peux dire, OK, c'est équilibré ou pas. Mais là encore, hein, ce qui pêche le plus, c'est que le client, souvent, ne sait pas faire ça chez lui à l'origine. Et donc, ce qui va arriver quand on rentre dans le cloud, dans cette culture, c'est que c'est un peu comme si on faisait des bêtises depuis des années sans s'en rendre compte et que là, on a le détail de façon au microscope des conneries qu'on fait. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à prendre en pleine tête. Donc, la partie finance... Ouais, vas-y. Il y a le volet humain là-dedans, c'est ça, l'orgueil ou l'espèce d'aveuglement, puis là, de se faire dire qu'on a erré pendant des années. Il y a peu de gens qui sont capables de tolérer ce genre de coup à l'orgueil et justement, ça vient de basculer. Et en plus, ça vient de mettre pour une fois, puis pour beaucoup d'organisations, dans le coût de revient, c'est-à-dire le coût dans lequel chaque objet qu'on vend ou chaque service qu'on rend est capable de dire, OK, ben sur le coût de production du chou-fleur, ben, tu as 10% qui est associé avec l'infrastructure technologique qui est là. Est-ce qu'on peut le réduire parce que c'est peut-être trop gros ou c'est très suffisant, on est dans les normes du marché. Pour nous, ça vient pas empiéter démesurément sur notre capacité, notre rentabilité, où on peut voir comment on est capable d'aller jouer sur ce genre de choses-là et peut-être même de questionner certaines nécessités. Disons, est-ce qu'on a besoin de la redondance comme ça et d'aller sur des scénarios de risque et des scénarios en conséquence? Qu'est-ce qui arrive si notre titre de relève tombe? N'est pas disponible, on n'en a pas. Est-ce qu'on perd des ventes? Qu'est-ce que ça représente? Et ainsi de suite. Cette réflexion-là amène, mais ça fait mal réfléchir. Ça fait toujours mal de voir qu'on a fait de travers ou ça n'avait pas beaucoup de sens. Alors, j'accuse pas les individus, en général, j'accuse le système. C'est-à-dire que souvent, on est issu d'une culture qui nous appartient pas complètement. C'est pas nous qui décidons de la culture dans laquelle on évolue. Et des fois, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. On fonctionne mal, mais on a toujours fonctionné comme ça. Donc, on a tendance, quand on fait partie d'un système, à vouloir le mettre en cause facilement. Donc là, on arrive, on réalise, ça révèle en fait, hein, l'analyse de facturation de notre consommation du cloud révèle la façon dont on travaille et l'efficacité ou l'inefficacité. Et donc effectivement, quand on regarde à donner du sens à une inefficacité, souvent c'est pas le révélateur d'une responsabilité individuelle, c'est le révélateur d'une décision globale. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, si je regarde une facture et que cette facture ne correspond pas à un besoin ou une nécessité, ça veut dire qu'on est en train de faire un truc qui sert à rien. Vous allez me dire, ouais, mais les clients sont quand même pas aussi stupides, ils font... Ben si, c'est pas une question de stupidité, c'est une question de... On est tellement entraîné depuis des années à faire d'une certaine façon qu'on n'interroge plus finalement la façon dont on le fait et le pourquoi. Sauf que là, on a un événement révélateur qui va arriver avec la culture de la facturation, c'est qu'on a le détail de combien coûte quoi, tout ce qui existe. Et qu'on va aller nous cartographier de façon extrêmement détaillée par l'usage, par exemple, des tags. Les tags, on en reparlera dans un module de plus de présentation des outils et des moyens. Et les tags est une façon pour nous d'associer des ressources consommées dans un cloud à, on va dire, un système d'organisation qui nous est propre, interne et qui nous responsabilise. Et donc, on pourrait être capable d'attribuer chaque dépense à chaque projet, à chaque cycle de vie, chaque consommation
ça sera de façon extrêmement granulaire, extrêmement précise. Donc là, on pourra plus se cacher derrière oui, mais c'est le budget. Non, 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 ça coûte tant. Peut-être que c'est justifié. Peut-être qu'on a besoin simplement de prendre conscience de la justification. Des fois, c'est juste qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on, ok, on réalisait pas que ça coûtait autant, en fait. Finalement, on avait la sensation que ça coûtait si peu, et là, on voit le coût. Et donc, le coût, il est là, et à nous de voir s'il est justifié ou non. Et donc, là encore, il y a une part de décision. Et c'est pour ça que je me méfie quand un client me dit, est-ce qu'il y a des outils? Je dis, non, arrêtez. Non, non, il y a des êtres humains qui doivent regarder et comprendre ce qu'ils font. Si on n'a pas passé par l'être humain, les outils, vous pouvez arrêter. C'est pas les outils qui vont justifier. C'est pas les outils qui vont donner du sens. Les outils vont vous donner des détails dans l'information. Si vous n'êtes pas capable de les interpréter, personne ne le sera. Parce qu'ils n'ont de sens que chez vous. Oui, absolument. Puis je vais racheter là-dessus parce que je le vois souvent en informatique ou en cloud aussi. C'est qu'on est justement basé sur l'outil. C'est-à-dire qu'on veut acheter, on achète une voiture, mais on ne sait pas ce qu'on va en faire encore. Mais on achète une voiture. On a ça parce qu'il faut une voiture. Au lieu de se demander justement de faire l'analyse préalable et là d'arriver à la sélection cohérente, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin d'une voiture? Je me déplace 3 fois par année. Donc, la réponse est probablement non. Mais si j'ai à déplacer plusieurs personnes et plusieurs jeunes familles, il y a beaucoup de choses reliées à ça, ben oui, là, ça devient un outil pertinent et non l'outil inconditionné mon besoin. Fait que c'est aussi cet aspect-là. Les technologues, on est très bons là-dedans pour vouloir jouer avec les outils et non oublier que c'est l'humain qui utilise l'outil. Donc, l'outil est au service de l'humain et non justement pour le plaisir d'avoir l'outil. Et c'est souvent se cacher derrière, effectivement, le renoncement à responsabiliser les équipes, responsabiliser les actions. Donc, dans la culture FinOps, on va d'abord mettre en place une culture en expliquant comment fonctionnent les clouds, comment fonctionnent les modèles de facturation, et puis que c'est la responsabilité de chacun que de regarder sa part de facturation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on donne l'accès à la facture à tout le monde, ça veut dire qu'on donne l'accès à chacun aux informations de facturation qui les concernent. Et pas de façon ponctuelle, mais de façon continue. Tous les jours, vous pouvez avoir des alarmes dans un Slack, par exemple, qui vous dit, attention, vous êtes arrivé à 45% de votre budget pour la période attribuée. Ce qui vous permet, avec vos collaborateurs, collaboratrices, de vous retrouver et dire, est-ce que c'est conforme ou pas? Est-ce que c'est bon? Peut-être qu'on a sous-estimé, peut-être qu'on consomme trop, peut-être que c'est simplement qu'il y a un besoin de conscience pour nous. C'est peut-être pas grave en soi, ce que je dis, c'est peut-être juste une information utile pour lui donner du sens et savoir si on va dans la bonne direction ou pas. La demande bête et méchante qu'on fait très 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 souvent, et elle est vraiment très bête et méchante, et je vais expliquer pourquoi, c'est ouais, est-ce qu'il n'y a pas un système pour arrêter net la facture quand je dépense trop? Alors, j'ai expliqué, pour faire très simple, comment on arrête une facture du cloud, vous détruisez tout ce que vous avez dedans. Et là, on se dit, je comprends l'aspect bête. Oui, on est d'accord que c'est complètement con. Mais ce qui est encore plus stupide, c'est de se dire, est-ce qu'on est vraiment obligé d'aller dans le mur pour réagir? Est-ce que c'est vraiment, d'après vous, sereinement, la décision la plus rationnelle que d'arriver à un budget pour se dire on arrête? Ou est-ce qu'on pourrait pas juste mettre des alertes avant et de les prendre en compte quand elles arrivent? Ouais, ben c'est ça la culture FinOps, c'est justement de mettre toutes ces alarmes-là au préalable avant d'arriver à la saison malheureuse qu'on a dépassé les budgets. Et j'ai vu des cas où ils ont dû fermer l'ensemble parce qu'ils n'avaient réellement plus d'argent pour payer ce qui arrivait là. Fait que ça a juste comme arrêté. Oui, parce qu'à partir du moment où tu consommes, ça continue à décompter, le compteur il tourne et à la fin du mois, il faudra payer Amazon, Azure ou Google, et eux s'arrêtent pas. Et eux vont couper le service si c'est pas payé. Donc, on est dans un contexte assez brutal, assez direct d'ailleurs, dans lequel il y a peu de gens qui sont réellement familiers avec ce caprice-là qu'on avait avec les infrastructures sur site où on pouvait faire à peu près tout et n'importe quoi. Et là, c'est là où amènent les conversations moins agréables qu'on a, en tout cas du moins en technologie, toujours voulu esquiver. C'est comme quand on va en chargeback, par exemple. Là, quand on met cette culture-là, le client affaires au métier peut plus avoir tous ses caractéristiques et faire tout ce qu'il veut tout le temps, puisque dès lors, il y a un coût et on lui charge le coût. Donc là, il voit à quel point ses caprices, parfois, sont dispendieux et
non rentable pour l'ensemble de l'organisation. Si tu te retrouves avec un bundle de VM qui tourne pour rien et que tu avais demandé un budget pour les avoir et que t'en fais rien du tout, à la fin du mois, là, on saura que t'en fais rien du tout. Il faudra que tu expliques pourquoi c'est là. Et pourquoi dans ce budget qu'on a sacrifié pour ce besoin-là, bah, t'as ça qui tourne pour rien. Effectivement, c'est révélateur, hein, donc de mauvaises pratiques qui ne sont pas celles des équipes techniques souvent, mais plutôt gestionnaires qui prennent des mauvaises décisions ou des mauvais choix. Et alors, quand on dit qu'on a peur de dépenser trop, je fais une distinction. D'accord? Il y a l'accident de consommation extraordinaire, où on a peur que ça déborde énormément. Je peux comprendre, parce que là, il faut se mettre des alertes, effectivement. Et je rappelle que les services comme ceux d'Azure ou d'Amazon sont limités volontairement en termes de capacité pour éviter ces accidents. Regarde, on pourrait, hein, un cloud comme celui d'Amazon ou d'Azure, si vous consommez certains services de façon extraordinaire, on peut générer, et je vais peut-être vous faire peur, mais des dizaines de milliers de dollars en 5 minutes. C'est vraiment ces échelles-là. Si on enlève les garde-fous qui nous protègent. Mais si on les a, on peut déjà limiter, se protéger, cadrer, séparer les choses. Et si on se met des alertes, on va le voir. Par contre, quand un client me dit « Ouais, mais j'ai peur de dépenser plus que ce que j'ai prévu », je fais hey, « J'ai bossé chez vous avant, je sais comment ça marchait. Hein. » Quand il y avait un truc en urgence qui arrivait, on se battait pendant 3-4 semaines autour d'une table à discuter d'un budget d'urgence. On finissait avec un chèque de 50 000 $, et puis on achetait le matériel et ça finissait par être validé. C'était juste que la justification était plus dure à batailler. Là, la sanction, c'est que la consommation va avoir lieu. Sauf si, dans une bonne culture FinOps, on va se créer des points de repère réguliers qui vont nous permettre de voir la tendance. Alors, j'entends à la demande, hein, souvent initiale, c'est « Ouais, mais combien ça va me coûter à l'avance ?» Et là, je parle à tous les clients qui vont vouloir lancer dans le cloud. Je peux comprendre qu'on a envie de se rassurer. Il y a un truc important. L'être humain déteste qu'on lui dise « Je ne sais pas ». Eh bien, combien votre quota va vous coûter sur 3 ans ? Je ne sais pas. Et vous pouvez apprendre à le dire tous les matins en arrivant au bureau, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va essayer d'estimer combien ça pourrait nous coûter pour se donner une idée. On va dire, je vais couper la facture d'un cloud en 3 éléments. Il y a une partie très statique qui est prévisible à l'avance. Ok, ça existe, c'est vrai. Dire j'ai besoin, je sais pas, je vais dire une bêtise, de 5000 machines pendant une année tout le temps. Je prends la calculette, j'ai des calculettes sur les outils, j'ai la facture exacte de combien ça va me coûter. Je peux même préinvestir pour que ça me coûte moins cher et je sais combien ça me coûte à l'avance. Et vous avez entièrement raison. Ça, c'est une possibilité, c'est vrai. Il y a des outils qui nous permettent de pouvoir, quand on a un coût, quand on pense que c'est une dépense qui va être absolument régulière, et certifiée régulière, alors on peut prévoir cette partie-là et la mesurer. C'est tout à fait possible. Il reste à côté de ça, l'adaptation. Et l'adaptation, c'est une fourchette. Une fourchette de variables autour de capacités supplémentaires. Donc, je sais pas, vous avez besoin de 5 machines tout le temps, et puis, des fois, vous montez de 5 à 10 à 15, et puis des fois, vous descendez à 5. Et donc, le problème, c'est que les moments où on passe de 5 à 10 à 15 et qu'on redescend, ils sont variables. Et de fait de cette variabilité, ils ne sont pas forcément prévisibles, ni mesurables. Alors oui, mais je peux faire des simulations avec le max pour voir combien ça me coûterait. C'est juste, vous pouvez. Le problème de cette simulation, c'est que ça vous dit juste combien ça vous coûte au moment où ça a lieu. La facture du cloud, c'est pas de la ressource, c'est du temps de consommation des ressources. Et si vous savez définir combien de temps vous allez consommer à l'avance, vous êtes très fort. Mais ça, c'est le seul truc qu'on ne sait pas faire en général. C'est-à-dire que la variabilité, on sait la prendre, on sait avoir des fourchettes, c'est vrai, ça nous donne un indicateur, c'est juste. Ces indicateurs sont très intéressants. Et entre personnes raisonnables, c'est intéressant. Je vais expliquer pourquoi je dis ça. Mais ça ne dit pas combien ça va me coûter dans le futur. Parce que si je consomme 25 machines pendant 1 heure, ou pendant 3 jours, ou pendant 30 jours, c'est pas du tout la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, si je prends le prix à l'heure, je multiplie, mais que je sais pas combien d'heures je vais faire, bah, ça me donne juste des estimations. Quel est le problème d'une estimation? C'est que ça me dit pas le futur, ça me dit pas ce qui va se passer. Ça me donne juste une idée des coûts potentiels. Mais comme on est sur... Oui, c'est ça. Puis c'est là où ça devient intéressant de ramener, comme tu disais, sur de la valeur. Donc, les coûts d'info nuagique doivent être attachés à de la valeur. Donc, c'est comme un coût de production. C'est comme n'importe quelle autre machine de production ou de façon unitaire.
Fait que de ce côté-là, si on est capable de le rattacher très fortement, la prévision du coût devient accessoire puisqu'elle est intimement liée avec un élément de production qui ramène du revenu. Donc, incidemment, plus la consommation informatique va augmenter, plus normalement les revenus associés vont augmenter justement pour justifier cette augmentation-là. C'est quand on n'est pas dans cet univers-là où là, ça me semble problématique parce que si on n'est pas capable de relier à un revenu l'usage d'une chose incluant les essentiels, là, on se retrouve justement avec un problème. Et on peut aller même jusqu'à nuire à un adversaire en faisant augmenter ses coûts de consommation de façon démesurée, en surchargeant ses infrastructures justement pour arriver à un état de surfacturation pour un compétiteur. Et si on se place avec l'estimation la plus basse, on est forcément dans un modèle déraisonnable puisque on n'y sera jamais. Si on se place au niveau le plus haut et qu'on sait que c'est de la variabilité, ben, on veut dire qu'on va avoir des budgets qui seraient surestimés. Et donc, on aura la sensation qu'on a mal estimé le boulot, etc. Si on essaie de trouver une fourchette intermédiaire, j'en sais rien. Ça dépend du pourcentage de temps que je me mets à consommer au plus haut, au plus bas, et du nombre, effectivement, de variables qui rentrent en compte dans l'estimation de cette valeur-là. Alors, dans les outils de calcul qu'on a dans les fournisseurs de cloud, on a même des outils de projection dans le temps, forecasting. Donc, ce forecasting, ça peut être intéressant. Mais là encore, ce n'est qu'une projection idéalisée basée sur les statistiques du passé. Rien ne me dire que je vais agir exactement de la même façon demain. Donc c'est une projection qui est intéressante là aussi avec des gens raisonnables, c'est-à-dire que on trouve ça instructif, informatif, mais à aucun moment on peut se dire je définis mon budget pour 3 ans avec ça. Je dis non, c'est la pire bêtise à faire. Et je dis toujours aux gens qui accompagnent, prenez ces valeurs comme une information, discutez-les, traitez-les, observez-les, en prenez-en le plus possible pour que vous soyez vous à l'aise avec ce qui risque d'arriver. Mais ne vous engagez jamais sur un montant de facturation qui sera facturé le lendemain. Parce que le jour où vous n'êtes pas dans ce montant-là, on viendra vous pointer du doigt en disant c'est votre responsabilité, tu t'étais engagé à cette valeur. Ce qui est impossible à faire. C'est impossible à faire. Et j'entends que ça ne s'aligne pas avec une ancienne pratique qui était de t'as 50 000 $ pour l'année, débrouille-toi avec. Donc là, notre but à nous, c'est pas de dire c'est posé, on ne dépasse pas, c'est de dire je dois mesurer ce que je consomme, j'essaie de voir quelles sont mes variables d'ajustement, quels seraient les maximums par exemple, parce qu'on a les outils pour maximiser la consommation, quel serait le maximum de machines par exemple que je me tolère d'allumer, parce que si j'en mets plus que ça, je risque d'atteindre ce budget plus vite que prévu. On aura, et on le verra dans un autre module aussi, des outils pour nous assurer bien sûr la supervision de ça, nous mettre au courant. Et donc je disais, premier tiers, c'est tout ce qui est statique, prévisible, pur à l'avance et il n'y a pas d'ambiguïté. Deuxième tiers, c'est la variabilité. Le troisième tiers, je vais vous donner un exemple tout bête. Amazon, AWS, c'est à peu près 20 nouveaux services tous les ans. Donc ça fait 60 sur 3 ans. Vous savez quoi? Moi, je vous prédis que vous allez utiliser 10% de ces services au moins dans les 3 prochaines années à venir. Vous m'expliquez comment vous calculez le coût de service qui n'existe même pas encore. Donc, c'est ce que j'appelle la facture d'innovation. C'est-à-dire que l'opportunité d'être chez un fournisseur de cloud va vous ouvrir dans la boîte à outils plein d'autres options. Dans ces options, il va y avoir des services, vous dites, oh purée, c'est exactement ce que je voulais, j'en ai besoin, je veux l'utiliser, je vais en tirer un bénéfice. Comment vous voulez en définir le coût à l'avance si le produit n'existe même pas aujourd'hui? Pourtant, il pèsera dans votre facture l'année où il arrivera et vous le consommerez. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il faut arrêter, il faut lâcher prise avec la facture à l'avance, c'est parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous allez en faire. En fait, vous ne savez, je dis toujours à mes clients, vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre cloud d'ici 3 mois. Ah non, mais si on sait ce qu'on peut faire. Oui, vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez pas combien ça vous coûtera. Parce que d'ici là, il va se passer d'autres trucs, d'autres éléments qui vont rentrer en compte. Vous allez avoir des consommations que vous n'avez pas vu venir. Il y en a peut-être qui seront même inférieures à vos estimations, et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il y a peut-être des choses qui vont se passer d'une certaine façon où, je rappelle qu'un des objectifs du cloud, c'est aussi d'améliorer les applications en se permettant de les remettre en cause très souvent et en les changeant. Et donc, de fait, vous allez changer leurs composants, leur consommation, leur forme, leur usage et donc leur facturation. Donc là encore, si l'objectif pour nous, c'est de changer le modèle, c'est pas pour prédire la facture à l'avance. Donc, je sais que c'est un élément qui, dans cette approche, amène à une certaine frustration,
une certaine difficulté à rentrer dedans. Après, évidemment, nous, on crée ça, on met ça en place. On a un rythme de montée en compétences. Dans la culture FinOps, on parle, et on en parlera, je pense, dans un modèle suivant, du crawl, walk, run. On commence tout doucement, on se met des points de repère, on essaie de comprendre les premières factures. Ensuite, on augmente la visibilité, on essaie de faire des réunions le plus souvent possible pour donner de la justification. Et après, en fait, il y a un truc qui est génial, c'est que l'être humain, à partir du moment où on considère qu'il est intelligent et qu'on le traite comme quelqu'un d'intelligent, il devient intelligent. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Donc, si vous donnez l'information juste aux personnes, vous allez voir qu'elles se sentent tout de suite très concernées par leur facture. Et souvent, vous allez voir plein de collaborateurs et collaboratrices qui sont très surpris eux-mêmes de s'apercevoir des montants que génèrent les produits qu'ils utilisent ou qu'ils créent. Et donc, ça peut être des objectifs aussi. Alors, on en parlera dans une autre session. Des incentives, donc des façons de sensibiliser les gens à être capables d'être eux-mêmes fournisseurs d'économies. On aura des économies de volume, mais on aura aussi des économies qui sont issues aux choix stratégiques, aux changements de design qui peuvent nous accompagner, qu'on peut faire et qui vont avoir un impact sur cette facturation-là. Toujours en gardant en tête qu'on met ça en perspective avec du business, des affaires, de la rentabilité, des besoins et des nécessités qui les accompagnent. Oui, effectivement, c'est cette relation-là entre les choses. Ils vont amener l'innovation, effectivement, quand que la responsabilisation du secteur affaires va. Le chargeback est une belle stratégie de sensibilisation et d'optimisation. Là. Mais c'est justement, ils vont devenir des moteurs d'innovation du moment qu'on commence à leur charger les vrais coûts, contrairement à ce qui était avant, qui était pas nécessairement de l'innovation, mais plus du caprice. Donc, on bascule d'un à l'autre en optimisation parce que c'est là, c'est le choc ce que je constate, le choc le plus grand, c'est que la plupart des gens apprennent leur coût réel de leur infrastructure sur site quand ils l'ont basculé en info numérique parce que là, ils payent les vrais coûts. Il y a une surcharge parce que c'est pas exactement un pour un, mais disons, on est dans la même proportion d'utilisation et de qu'est-ce qui se retrouve. On se doute bien que le fournisseur de cloud doit bien gagner de l'argent sur le tas et quand il vous facture un demi-sou l'heure de fonctionnement d'une VM, en fait, il gagne de l'argent dessus aussi. C'est légitime puisqu'il s'occupe de fournir l'infra, de la gérer constamment pour nous et nous, on vient avoir le bénéfice de la consommation sans l'obligation de préinvestir. Donc, c'est donnant-donnant. Je veux dire, un hôtel n'est jamais moins cher qu'un appartement puisque un appartement, c'est un contrat de longue durée avec un investissement pour le fournisseur. L'hôtel, lui, vient vous vendre la volatilité, donc c'est la même logique. On peut pas s'attendre à avoir des prix de chambre d'hôtel qui s'alignent avec le prix d'un appartement qu'on pourrait louer tous les mois. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clients qui disent ah mais le prix du service dans le cloud c'est plus cher qu'une VM chez moi. Non, non. Ou alors c'est que tu es capable de me chiffrer. On parle d'argent ici. Le coût exact d'une VM chez toi, sans oublier le refroidissement, l'électricité, les personnes qui sont là, les personnes qualifiées, leur montant en compétences, la disponibilité, etc., etc. Souvent, le client est très, très, très peu capable de faire. Je ne dis pas que c'est de mauvaise foi. C'est simplement que souvent, il ne s'est pas posé plus de questions que ça et qu'il n'a même pas les marqueurs, la façon d'identifier ces coûts-là. Non, effectivement, justement, on en a parlé, l'incapacité de la plupart des organisations à ça. Et la surcharge en infonuagique, il faut la comprendre comme quoi, il y a le profit, mais pas si elle était vraiment calculée sur site. Le degré d'optimisation et d'optimisation que font les clouders et les spectaculaires, et je connais pas une entreprise de taille moyenne qui va être capable d'avoir le même degré d'optimisation, donc d'usage des ressources. Fait que même à cette comparaison directe-là, ça coûte quand même moins cher à aller en infonuagique, c'est ça qui est étonnant. Sauf que là, on est capable d'aller plus loin et d'économiser justement, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'optimiser les ressources qu'on consomme pour qu'il y ait de la valeur de rattacher, non d'avoir juste des machines qui roulent dans un data center pour le plaisir de les avoir là. C'est souvent ce qu'on note. On disait, il y a des articles récents qui sortent sur des clients qui vous disent on est revenu du cloud public en privé, c'est moins cher. Il n'y en a pas un seul de ces articles, et je veux bien qu'on m'emmène la preuve du contraire, qui vous chiffre la part de recréation de la couche de service. Comme tu dis, le fait que ce soit déjà pré-managé, etc. On parle le prix de VM à VM. Ouais, bon, le prix d'un serveur virtuel, excusez-moi, c'est pas l'argument qui va me faire gagner ça. Moi, ce que je gagne dans un cloud public, c'est pas de la VM. Si ce que je viens chercher dans un cloud public, c'est la VM, c'est que je me trompe, c'est que j'ai pas compris l'intérêt.
c'est que j'ai bien d'autres choses et que ces autres choses, quand je vais devoir les faire moi-même, ça va pas être gratuit. Mais alors, loin de ça. Même la couche d'estimation du coût d'un service, c'est une dépense quand on doit le recréer soi-même, d'être capable de se charge back tout seul. Petite anecdote, quand je donnais, il y a quelques années, je faisais du VMware. VMware a été un des premiers à fournir des outils de chargeback en interne pour les propres infra privés. J'ai pas vu un seul client à l'époque l'installer. Il me disait, c'est génial, mais si je commence à aller dire à chacun combien qui dépense, ça va pas marcher, tout le monde va s'engueuler et on va être incapable de gérer le truc. Ça montre bien que même déjà à l'époque, ayant les outils, on était confronté à une autre problématique déjà, qui était la responsabilisation de la consommation, qui était déjà quelque chose presque d'interdit ou de mal vu ou de difficilement justifiable, parce que je pense qu'on a une incompréhension, en fait. On a toujours eu une incompréhension sur les coûts réels de nos architectures. On a une idée du coût global de l'IT, du TI. Voilà, les TI nous emmerdent, ça coûte tant. Mais le découpage et la justification de chaque dépense jusqu'ici, elle a très souvent été très peu compris. Et donc là, oui, la confrontation du cloud public, c'est que la facture, elle vous tombe dessus tous les mois. Là, vous n'avez pas le choix. Il va falloir mettre le nez dedans. Et donc, la culture FinOps nous permet de commencer à donner du sens et puis d'essayer de voir, bien sûr, je dis que c'est objectif, hein, c'est pas juste de payer, hein, c'est de donner du sens et d'essayer d'aller au-delà, bien sûr, de cette facture, d'en faire quelque chose et d'améliorer les choses, si possible. Si possible. On va conclure là-dessus comme première phase de FinOps. Il y a tellement d'autres choses à dire aussi, puis je pense qu'on a fait une bonne mise à niveau pour tout le monde, une bonne introduction. Fait que ça a bien commencé le sujet. Je te remercie énormément. C'est toujours très plaisant ces discussions-là parce que ça nous permet justement de remixer en tout cas remixer mes connaissances là-dedans avec ta grande connaissance du domaine. Merci à toi. Pareil, même bénéfice. Hein. Le réexpliquer, ça reclarifie les idées. Je pense à d'autres détails déjà. Donc vivement la prochaine.